Notre rendez-vous hebdomadaire s'ouvre sur les 100 jours du général Oligui Nguema, enfin reçu par le président Paul Biya, doyen de la sous-région Afrique centrale. Opération séduction pour le nouvel homme fort de Libreville, suffisant pour extirper son pays de la spirale des sanctions imposées depuis le coup d'État du 30 août dernier. On en parle. Impossible d'éluder le projet de construction d'une ligne de chemin de fer reliant le Cameroun et le Congo. Projet de plusieurs milliards de francs CFA aux retombées économiques indéniables, comme vous allez le voir. Loi de finances 2024 au Cameroun, le budget n'est pas si loin des 7 milliards de francs CFA, budget assez ambitieux comparé à 2023. C'est plus de 13 milliards de francs CFA dans un contexte d'inflation généralisée. Voilà ainsi présentées toutes les thématiques inscrites à l'ordre du jour. Dr Jean-Marie Mbiada, économiste, à l'invité du magazine de la rédaction Grand 7. A tout de suite. Le monde bouge, l'Afrique encore plus. Voyons ce qui s'y est passé tout au long de cette semaine. Vous l'avez compris, c'est l'instant Round-up. Bonjour et bienvenue à ce round-up de l'actualité africaine. Cette semaine a été marquée par la visite officielle du général Brice Oligui Nguema, président de la transition du Gabon au Cameroun. Une visite qui a été l'occasion pour les deux pays de réchauffer les relations vieilles de 55 ans. Il faut le rappeler, le Gabon qui partage une frontière terrestre longue de 298 km avec le Cameroun. Plusieurs autres accords régissent également les relations entre les deux pays. Et au sortir de cette visite, le général Brice Oligui Nguema s'est dit satisfait de l'échange avec le président de la République, Paul Biya. Il a dit être venu plaider pour la réintégration du Gabon au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et toujours au Cameroun, dans cette enveloppe budgétaire pour l'exercice 2024, une partie a été allouée pour le fonds pour le financement de la reconstruction des zones reconnues économiquement sinistrées de l'extrême nord, du nord et du sud-ouest Cameroun. 30 milliards de francs CFA ont été alloués, un montant en hausse d'1 milliard de francs CFA par rapport au précédent exercice. En santé, cette semaine a été marquée par une opération de la chirurgie du cœur à l'hôpital général de Douala. L'hôpital qui est devenu une référence en matière de chirurgie cardiaque en Afrique subsaharienne. Grâce à une coopération fructueuse avec des médecins belges et français, cette formation hospitalière a réalisé déjà plus de 160 opérations à cœur ouvert, dont certaines à cœur battant, une première dans la région. Et le festival traditionnel et ancestral du peuple Bamoun, le Ngwon, est désormais inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'annonce a été rendue publique cette semaine à l'occasion de la 18e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité qui s'est tenue cette semaine au Botswana. La délégation camerounaise était conduite par le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidongkwat. En Afrique, dans le G5 Sahel, plus qu'à 2 membres sur 5 après les retraits du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la Mauritanie et le Tchad ont annoncé la dissolution de cette organisation conformément à l'article 20 de la Convention portant création de l'organisation. Cette dissolution intervient selon cet article à la demande de 3 membres. Au Nigeria, cette semaine a été marquée par un tir de drone de l'armée nigériane qui a tué et blessé au moins 85 civils par inadvertance qui célébraient une fête religieuse dans un village du nord-ouest. Les secours ont annoncé qu'au moins 80 personnes avaient perdu la vie dans l'accident, dont plusieurs femmes et des enfants. En Mauritanie, le verdict a été rendu public cette semaine dans le procès de l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Il écope de 5 ans de réclusion criminelle pour enrichissement illicite et blanchiment d'argent. Ses avocats ont dénoncé un procès politique. Il dispose de 15 jours pour faire appel de la décision. Présidentielle en Égypte, les Égyptiens se sont rendus aux urnes pour voter leur prochain président. Abdel Fattah al-Sisi, actuel chef de l'État, candidat à sa propre succession, est le grand favori de ce scrutin, faute de sérieux concurrents.
Et voilà qui met un terme à ce round-up de l'actualité cette semaine. À bientôt. Merci Marie-Yvonne Ndongo pour ce round-up de l'actualité. Je vous le disais à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau Dr Jean-Marie Biada, économiste. Bonjour docteur. Audrey, bonjour, très content d'être dans votre somptueux studio. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, enfin, à cette émission précisément. Tout à fait, je passe souvent dans d'autres émissions, mais malheureusement je n'ai pas encore eu l'occasion de vous avoir dans le cadre d'un entretien à bâton rompu. C'est l'occasion aujourd'hui. J'espère que je vais être à la hauteur des attentes du public, à commencer par les merveilleux téléspectateurs de Dash TV qui est présent sur le canal 325, le canal Plus. J'insiste parce qu'en fait, j'ai ma soeur qui est aux États-Unis aussi. Elle a dit, tiens, nous devons suivre ça. Il y a une qui est à Melbourne, il y a un autre à Vancouver au Canada. Donc, c'est vous dire que Dash est suivi non pas seulement au Cameroun, mais dans le monde entier. Dash est sur le toit du monde. Je suis content de faire partie donc, de ce tandem qui va commenter l'actualité pour ces 52 prochaines minutes. Un clin d'œil donc à Dash Média qui est la voix de l'Afrique. Merci docteur Biada. Alors j'espère que ça n'a pas été difficile pour vous de vous rendre dans nos locaux compte tenu de la pénurie de carburant observée depuis hier. Oui, disons, j'ai pu me rapprocher de certains opérateurs du secteur et qui expliquaient que la rareté est beaucoup plus observée sur le super. Parce qu'en fait, le carburant industriel, comme j'aime bien l'appeler, notamment le diesel, il est disponible. Parce qu'en fait, nous aurions davantage craint si cela eût été le cas pour le diesel, parce que le diesel, c'est le carburant industriel. Ceux qui font dans des chantiers, dans des mines, ils utilisent le diesel. Ceux qui font le transport en commun, ils utilisent le diesel. Sans plus reléguer au second plan l'importance du super. Puisque... Non, bien entendu, non, le super, c'est beaucoup plus pour des véhicules de tourisme, comme ça se dit. Donc, c'est-à-dire sur un parc de 100 000 véhicules, par exemple, vous pouvez valablement avoir 20% dédiés aux véhicules de tourisme. Le reste maintenant, les enjeux industriels, les enjeux qui travaillent dans les mines, les véhicules de transport interurbain de masse, ça utilise beaucoup plus le diesel. Et enfin, j'apporte la précision, heureusement que pour l'avion, par exemple, l'avion a son carburant qui s'appelle le Jet A1. Donc, ça n'a rien à voir avec l'essence, encore moins le diesel. Donc, même ceux qui font le transport dans la navigation aérienne, ils n'ont pas à se gêner. Mais docteur, comment cela s'explique, cette pénurie du super ? Disons que le super, je dois apporter le vrai mot, parce qu'en économie, les mots ont un sens. C'est plutôt la rareté. C'est rare. Ça s'explique. Il se passe qu'il faut acheter sur le marché international. J'explique très rapidement comment ça se passe. Hein, allez-y, en fait, allez-y. Oui, j'ai commencé ma modeste carrière dans le secteur pétrolier. Vous avez le secteur pétrolier amont, l'État et la SNH. Et enfin, le secteur pétrolier aval, le raffinage, la Sonara, le stockage, la SCDP, le transport, ça peut être le transport au long cours. On a le caboteur de Limbe jusqu'à Douala. Ça peut être également la distribution, les marketeurs. Ça peut être également l'analyse, les sociétés spécialisées dans l'analyse des hydrocarbures. C'est tout ça qui constitue le secteur pétrolier aval. Mais il y a un régulateur là au côté qui fixe le prix. Ça s'appelle la CSPH, Caisse de stabilisation du prix des hydrocarbures. Donc il se passe que nous sommes là pour l'exercice 2024 en train de commencer. Donc, à partir du mois de septembre, par exemple, il lance un appel d'offres. La CSPH lance un appel d'offres pour approvisionner le marché camerounais en produits finis pétroliers. Et ça a été le cas. Nos besoins de septembre jusqu'en décembre, c'est de l'ordre de 660 000 tonnes, à peu près 660 millions de litres. Voilà nos besoins. Et il faut donc approvisionner le marché donc, en super, en diesel, et enfin, en Jet A1 pour leur cas. Donc le Jet A1, lui, il a été approvisionné. Mais il se passe quand même que pour acheter donc tout ce que je viens d'indiquer, comme hydrate de carbone raffiné, il vous faut des devises. Et on peut avoir des difficultés à notre niveau, par exemple, au niveau de la Banque centrale, pour pouvoir obtenir ces devises. Or, on obtient ces devises en faisant quoi? En exportant le cacao, en exportant le coton, en exportant le thé, en exportant l'or, le diamant, l'émeraude. Donc, si nous travaillons moins, il est de fortes chances que nous n'ayons pas assez de devises au niveau du compte des réserves extérieures pour pouvoir puiser donc dedans et acheter ce carburant. Donc il semble que pour le moment, on a quelques soucis avec notre compte de réserves extérieures qui n'est pas très garni en devises, parce que cela aurait facilement permis donc
à ces différents opérateurs de puiser là-dedans pour acheter le super. Mais je suis convaincu que dans les jours qui vont arriver, la situation va rapidement se régulariser. C'est compris, docteur, et on l'espère. Mais nos éléments sur le terrain nous font état de ce que dans certaines stations, on sert par priorité désormais. Comment cela s'explique? Oui. Les véhicules de transport en commun sont privilégiés apparemment. Bien entendu, parce que les véhicules de transport en commun rendent une mission de service public. Vous devez savoir que parmi nos besoins physiologiques, il y a des besoins de locomotion. Vous avez vu un ministre en fonction a eu à prendre un petit acte administratif interdisant aux Camerounais de voyager à partir de 20 h jusqu'au petit. On lui a dit que c'était anticonstitutionnel. Donc se déplacer, c'est un droit que la Constitution nous a donné. Vous comprenez donc très bien que s'il faut rationner les hydrates de carbone à la pompe face à la demande qui s'offre à nous, entre une ambulance et un véhicule de tourisme, on va choisir l'ambulance. Entre le véhicule de tourisme maintenant et le bus qui transporte 60, 70, parfois 80 personnes de Douala pour Yaoundé pour aller répondre à certains besoins, on va choisir donc le grand bus de transport en commun. Entre le monsieur qui a au quartier, par exemple, sa petite machine qui nous donne du pain, son groupe électrogène est à sec, on aura tendance, pas tendance, on va prioritairement servir dans le monsieur qui va aller faire tourner sa boulangerie parce que quand ça sort de là, tout le monde est alimenté. Donc, c'est sur la base de l'utilité que ces divers gestionnaires de stations-service se fondent désormais pour pouvoir rationner l'hydrure de carbone qui est sollicité par les opérateurs qui se passent devant eux. Donc, voilà l'analyse que j'en fais. D'accord, on va donc laisser cette actualité pour entrer en plein dans les thématiques inscrites à l'ordre de ce jour. On parle bien évidemment en première partie de la visite du général Oligui Nguema au Cameroun. Il a rencontré le président camerounais Paul Biya, comme vous le savez. Mais avant de revenir sur ce plateau, échanger avec notre invité, on fait le point avec les différents angles proposés cette semaine par la rédaction de Dash News. Regardez. Le Cameroun partage une frontière d'environ 298 km avec le Gabon. Les deux pays sont confrontés aux défis sécuritaires comparables, que ce soit le long de la frontière commune ou dans le golfe de Guinée. En effet, une analyse de la situation sécuritaire à la frontière entre les deux pays fait apparaître que le braconnage constitue le défi majeur. Mais il est connu qu'aucun pays au monde n'est à l'abri des autres formes de criminalité transfrontalière telles que le terrorisme et divers trafics. Il s'avère alors plus que nécessaire de voir les autorités compétentes des deux États adopter des mesures curatives et surtout préventives. Pour ce faire, une commission mixte de sécurité transfrontalière entre les deux pays a été créée par un accord bilatéral signé à Yaoundé le 12 septembre 2012 dans le but de renforcer la coopération en matière de lutte contre la criminalité. Cette instance a tenu sa première session à Yaoundé le 24 mai 2022. Les deux parties ont constaté que la situation sécuritaire transfrontalière est globalement sous contrôle. Toutefois, certaines menaces et atteintes à la sécurité à la frontière commune persistent, à savoir le braconnage et le trafic des espèces protégées, le trafic d'armes à feu et l'immigration clandestine. D'autre part, une commission ad hoc des frontières chargée de la délimitation et de l'évaluation des frontières travaille depuis 2015. Un lourd investissement qui nécessite d'énormes financements. Il faut dire que pour les autorités camerounaises et gabonaises, aucun problème de délimitation de la frontière ne se pose entre les deux pays, contrairement aux rumeurs. Certaines bornes ne sont plus visibles, certes, mais il est question de procéder à leur remplacement. Les deux pays frontaliers vont s'appuyer sur la frontière classée conformément à la Convention franco-allemande signée le 8 avril 1908. Des questions qui seront donc au centre de la rencontre entre le président Oligui Nguema et le chef de l'État, Paul Biya. La visite du nouvel homme fort de Libreville à Yaoundé s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de bon voisinage entre le Cameroun et le Gabon, dont l'objectif est l'intégration sous-régionale. En plus de partager des frontières communes, les deux États sont membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC, mais aussi de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC. Ils partagent aussi des liens culturels qui constituent un facteur important d'intégration. L'occasion de la visite permettra aux deux parties
de régler le problème de la démarcation des frontières terrestres entre le Cameroun et le Gabon comprise entre 230 et 298 km. Depuis la commission ad hoc chargée du suivi de ce dossier créée en 2021, les discussions sont en cours pour un règlement pacifique de cette question. Et dans un contexte de recrudescence des changements anticonstitutionnels de régime, le sujet sera au menu des échanges. Car le Cameroun a clairement dénoncé le coup d'État du 26 juillet 2023 tout en respectant le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. En 1968, une commission mixte de coopération entre le Cameroun et le Gabon est mise sur pied. C'est l'une des plus actives de la sous-région Afrique centrale. Elle a permis de vitaliser cette coopération qui se traduit jusqu'aujourd'hui par des échanges économiques et commerciaux importants entre les deux pays. Pourtant, en 1960, les relations diplomatiques entre le Cameroun et le Gabon existaient déjà. Les deux pays s'engagent ainsi à intensifier leur commerce par les mesures de facilitation de la circulation des biens, la levée des obstacles au commerce et au partage des expériences des autres sous-régions, ainsi que les communautés économiques sous-régionales. Après plusieurs années de retard, la première session du comité d'évaluation se tient du 21 au 22 mars 2012 à Libreville. Cette rencontre visait également à la création d'une structure juridique qui devra propulser les échanges entre les deux pays via une coopération multisectorielle avantageuse. En plus de ce colloque, des rencontres se multiplient entre les deux pays et de nombreux accords sont signés, notamment l'accord de coopération culturelle signé à Libreville le 29 janvier 1972. L'accord de coopération en matière de main-d'œuvre signé à Franceville le 9 août 1974. La convention en matière de nationalité signée le 14 avril 1978 entre autres. Le Gabon partage une frontière terrestre avec le Cameroun longue de 298 km. Les petites et moyennes entreprises constituent aujourd'hui un des secteurs les plus importants des économies des deux États. Issues de l'entrepreneuriat local, ces petites unités économiques naissantes peuvent servir de fer de lance à l'émergence d'entreprises transfrontalières dans les domaines des transports, de la microfinance, de l'agriculture, des hydrocarbures, du textile, des biotechnologies, du bois et des mines, notamment. Merci à nos reporters pour ces éléments. Alors, docteur Biada, avant de parler de la rencontre de ces deux chefs d'État, j'aimerais qu'on essaie de revenir sur le coup du 30 août dernier pour essayer de questionner le fait pour le général Oligui Nguema d'avoir fait ce coup d'État alors qu'à l'époque, il était commandant de la garde présidentielle. Oui. Il serait le deuxième, si nous restons dans l'actualité. Le général Tiani, au Niger, peut-être pas voisin, parce qu'il faut traverser le Cameroun, le Tchad avant d'arriver au Niger, mais pratiquement avant l'oiseau par rapport au Gabon, il était également le commandant de la garde présidentielle. C'est lui qui a renversé le président Mohamed Bazoum, qui venait d'être élu. Il a été élu, il a prêté serment, ça faisait même pas 24 mois, il a été renversé. Donc la garde présidentielle, oui, dans ce sens, la garde présidentielle a une proximité avec le... D'ailleurs, on dit garde présidentielle, alors qu'en France, par exemple, on parle de garde républicaine, c'est-à-dire on garde la République. Que le danger soit sorti de la maison, ce n'est pas surprenant. Vous prenez même un exemple simple. Lorsqu'on parle des élections, le décret qui appelle le corps électoral précise très bien que les bureaux de vote sont ouverts à 8h et refermés à 18h. Mais ceux qui étaient déjà devant le bureau de vote, qui n'ont pas pu voter au moment où on doit fermer le bureau, on les laisse dans la queue et ils vont voter. D'où vient-il que lorsqu'on veut donner les résultats maintenant, c'est à 3h du matin? C'était très suspect. Et vous voyez donc, à 3h, la garde ne dort pas. C'est pour cela que c'est la garde qui a pris le pouvoir, parce que quand on proclame les résultats au cœur de la nuit, c'est la garde qui, quelques instants après, nous apprend que, tiens, désormais, le pouvoir vient de basculer. Donc, sa position lui permet véritablement d'accéder au pouvoir davantage, parce qu'en fait, son père était déjà général, et il a été autour de l'ancien président pendant de nombreuses années, et son père l'a positionné il était le porte-fanion du père Bongo, le grand Bongo, Albert Bernard Bongo, qui a changé de nom pour devenir Omar Bongo. Et après, il a servi le fils maintenant, et qu'il se retrouve à prendre les manettes au palais de la Rénovation. Pour moi, ce n'est pas surprenant, c'est une révolution de palais qui a fait en sorte que quelqu'un sorte de la maison pour occuper la position de l'hégémon central dans l'ordre gouvernant gabonais.
Après ce coup de force, le général, le nouvel homme fort, a tout de suite engagé une campagne explicative auprès de plusieurs chefs d'État africains. Mais avant cela, il a procédé à une consultation dans le pays, même dans son pays même qui est le Gabon. Alors, au regard de cette méthode employée par le nouvel homme fort, peut-on voir en cela une dynamique de refondation du Gabon où il est tout simplement dans la continuité, docteur? Disons, il va imprimer sa marque. Hein. Avant que je ne parle de lui, je vais remonter très rapidement parce que nous tous connaissons très bien la France. Et avant que je ne démontre même cela, je donne déjà ma conclusion. Le pouvoir est frivole. Le pouvoir véritable, il n'aime pas les inconnus. Le pouvoir véritable, il quitte la tête de celui qui était là depuis hier et tombe sur les épaules de celui qui était toujours avec lui. Je reste en France, par exemple, le père de la Ve République, on l'appelle le général de Gaulle. Quand de Gaulle part, il décède en novembre 1970, on l'enterre à Colombey des Deux Églises. Mais celui qui lui succède s'appelle un agrégé qui avait été son directeur de cabinet, Pompidou. Et quand Pompidou lui-même va décéder en 1975, il va être... quand je dis remplacer, c'est peut-être pas très bien dit, mais lorsqu'on fait les élections, celui qui lui succède, c'est un certain Valéry Giscard d'Estaing, qui était déjà en 1964 son ministre des Finances. Quand Giscard, en 1981, affronte Mitterrand, Mitterrand a déjà été son ministre de la Justice, et finalement, c'est son ministre de la Justice qui lui remplace, qui lui succède en 1981. Et puis en 1995, quand Mitterrand doit partir, qui va succéder à Mitterrand? C'est un certain Jacques Chirac, qui avait été son premier ministre, d'abord en 1983, ministre de l'Agriculture, et puis premier ministre en 1988. C'est lui qui va passer. Et le directeur du cabinet, un grand monsieur au parti, et puis qui a été ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, c'est lui qui va succéder à Jacques Chirac en 1982, l'ancien chef d'État qui marche avec le bracelet. Et même celui qui va venir plus tard maintenant, François Hollande, Hollande est dans le système depuis très longtemps. Et qui va succéder à Hollande, c'est son secrétaire général adjoint, Macron, qui est là actuellement, et le seul à avoir bénéficié de 2 mandats après les Chirac. Donc, généralement, le pouvoir, quand il quitte la tête de celui qui est là, il ne tombe pas très loin. Il tombe à côté de ceux qui ont l'habitude de le côtoyer. Et pour le cas du président, il va imprimer sa marque, c'est déjà ça. Vous savez très bien que l'Union africaine a été formelle dans l'une de ses dispositions. Quand vous prenez désormais le pouvoir par des méthodes anticonstitutionnelles, vous êtes automatiquement suspendu de toutes les organisations sous-régionales et puis régionales. Et dans votre reportage tout à l'heure, vous l'avez indiqué avec assez de brio que le Gabon, avec le Cameroun, partageait 2 organisations internationales sous-régionales, notamment la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, et ensuite la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vous savez très bien qu'il y a un sommet de la CEAC qui se tient le 15 décembre, donc dans quelques jours. On va revenir sur ce volet de la CEAC. Alors, on revient sur la visite, cette visite du président de transition gabonais, le général Oligui Nguema, enfin reçu par Paul Biya. Je dis enfin parce que de nombreux remous ont été observés. Il sera là, il ne sera plus là, il sera là. Il rencontre enfin le doyen des chefs d'État de la sous-région. Vous pensez que le général est-il adoubé? Disons qu'il doit être content d'avoir été reçu par le président Biya. N'oubliez pas que le président Biya est là depuis quand même au moins 60 ans. Donc il a un système d'information parmi les plus puissants en termes de renseignement, en termes d'information extrêmement fiable au niveau du monde, pas au niveau du Cameroun. C'est le président Biya qui, le vendredi, j'ai commenté cette actualité en direct chez vos confrères, vendredi 3 juillet 2015, disait ouvertement, chef d'État français en le regardant droit dans les yeux, que ne dure au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et quelques 2 ans après, ce chef d'État est tombé. Il n'a même pas été capable d'être présenté par sa formation politique comme son candidat à se représenter. Donc le président Biya, il est très bien informé. Souvenez-vous également qu'en République centrafricaine, un autre pays voisin, il y a un monsieur qui est arrivé là-bas et puis on a dit qu'il était chef d'État. Il a demandé à se faire recevoir par le président Biya qui a refusé en disant non, pas du tout. Et on est allé dans une réunion dans un pays voisin comme ça. Les gens qui étaient tout autour de ce monsieur ont fui et l'ont abandonné. Donc le président Biya, ce n'est pas le premier chef d'État qui se fait recevoir par lui. Donc
il a souvent certaines informations sur ceux qui sont là, sur le déroulé des événements, et il attend souvent de voir clair avant de prendre position. Du coup, le général Oligui Nguema est adoubé ou pas, docteur? Non, il doit se sentir très fier d'avoir été reçu par le président. Donc que le président le reçoive alors que, par l'entremise de son ministre de la Communication, on a condamné le coup. Le Cameroun, par un communiqué officiel, lu par le porte-voix, le porte-parole du gouvernement, le ministre René Sadi, a été clair. Ils étaient contre le coup d'État qui s'est passé en République gabonaise, même si le Cameroun, en vertu du principe de non-immixtion dans les affaires intérieures des pays, n'avait pas pu se retenir à ce stade-là pour sauter le pas, franchir le pas et dire que non, nous condamnons cette façon de prendre le pouvoir, ce d'autant plus que c'est des élections qui venaient de se dérouler. On a donné les résultats des élections et on n'a même pas attendu 40 minutes, ou c'est 30 minutes après que l'ordre gouvernant a changé. Donc, oui, pour être honnête, le président, en le recevant comme ça, a sans doute eu des assurances de sa part. Et bien plus, lui aussi, quand il vient par exemple au Cameroun, c'est parce que le président Biya est assez influent, il faut le reconnaître. Je vous prends un exemple très simple pour rester dans l'économie. Nous sommes en 2016. Le président en exercice de la CEMAC, ce n'est pas le président Biya. Mais notre stock de devises au compte des réserves extérieures est tel que une dévaluation s'impose. Le président Biya, sans être président en exercice, convoque une rencontre au sommet, vendredi 24 décembre 2016, et à cette rencontre, il fait venir le directeur général du Fonds monétaire international, Christine Lagarde à l'époque, et puis elle avait d'ailleurs été ministre de l'Industrie en France, elle a été remplacée par Michel Sapin. Michel Sapin également est venu, et les deux venaient donc annoncer la dévaluation. Et le président Biya, avec ses pairs, ont fait bloc commun pour dire pas du tout, pas de dévaluation. Et à la fin, on leur a dit, OK, dans ce cas, rentrez donc sous programme avec le Fonds monétaire international. Et c'est comme ça que le Cameroun, en dehors du Gabon, de la République centrafricaine et du Tchad, le Congo aussi, la Guinée équatoriale, a négocié et obtenu en juin 2017 sa première facilité élargie de crédit de 666 millions de dollars américains. Donc, pour dire que le président Biya, sa position actuelle est telle que quand vous réussissez à le voir en tête à tête, alors que vous avez des problèmes partout au monde, rassurez-vous qu'une bonne partie de ces problèmes sont déjà réglés et que son entre-gens vous permettrait également de faire nettement mieux si vous vous montrez un peu sérieux, c'est-à-dire à la hauteur de sa confiance. Est-ce que cela va... vous pensez que cette rencontre va peser sur les sanctions infligées par le Gabon? Oui, les sanctions que le Gabon supporte actuellement au niveau de la CEAC, au niveau de la CEMAC, beaucoup moins. La CEAC. La CEAC. Oui, la CEAC, parce que, Madame Melingui, vous devez le savoir, depuis pratiquement 3-4 ans, l'Union africaine a eu à mettre sur pied ce qu'on appelait la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Et pour le faire, elle s'est appuyée sur ce qu'elle appelait des CER, communautés économiques régionales. Il y en a une quinzaine au niveau du continent tout entier, mais elle a choisi 8 parmi cette quinzaine-là. Et quand on vient au niveau de l'Afrique centrale, la CER, communauté économique régionale, qui a été choisie, parmi les trois c'est quoi? La CEMAC, communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ensuite la communauté des pays du Grand Lac, et enfin la CEAC, communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est la CEAC. Donc, l'Union africaine a choisi la CEAC comme CER au niveau de l'Afrique centrale. Vous voyez, je comprends très bien le Gabon. Parce que la CEMAC, c'est 6 pays. Alors que la CEAC, c'est 11 pays. La CEMAC, c'est 56 millions d'habitants. La CEAC, c'est 120, 130, 180 millions d'habitants. Donc, je comprends très bien le problème du Gabon de plaider auprès du doyen pour être réadmise dans le cercle des grands décideurs de la CEAC. J'indique ça avec insistance parce que le siège de la CEAC se trouve au Gabon. Vous imaginez que vous habitez le siège d'une organisation internationale et puis vous n'en êtes pas membre. Cela fait curieux parce qu'il y a des Gabonais sans doute qui travaillent à la CEAC. Étant chez eux, ils sont des diplomates et on dit votre pays ne fait plus membre, ne fait plus partie. Alors je ne sais pas si à l'occasion on prend des mesures du genre, comme votre pays n'est plus membre, au moment où on sert les salaires maintenant, on ne pense pas à vous parce que vous n'êtes plus membre. Vous étiez dans la CEAC au nom de votre pays. Donc si vous n'êtes plus membre, ça veut dire que même les effectifs de la maison doivent être mis à jour à l'effet de sortir
la liste des gens dont le pays n'est plus membre de la CEEAC. Donc, de mon point de vue, venir ici, comme il l'a fait, c'était très bien pensé. Davantage parce qu'en fait, il avait déjà été partout. Il a été en RDC. Justement, au bout de 100 jours, Oligui Nguema a multiplié les opérations de charme sur l'échiquier diplomatique. C'est une bonne stratégie selon vous? Vous validez cette stratégie, docteur? Oui, bien entendu, parce qu'il vient d'arriver et les gens le contestent. Les gens le contestent par la démarche, par la voie qu'il a empruntée pour accéder au pouvoir, pour accéder au magistère suprême, au Gabon. Et pour cela, maintenant, il faut donc engager des actions diplomatiques. Cette fois-là, c'est d'État à État. Il ne consiste pas simplement à aller, par exemple, dans les organisations internationales. Ça peut être la CEMAC, ça peut être la CEEAC, ça peut être la communauté des pays du Grand Lac, et on discute là-bas. Non, il faut aller vers ceux qui ont le pouvoir pour pouvoir dire, tiens, même si officiellement on va considérer que vous êtes exclu, retenez-le, nous allons négocier. Et ce sont ces mêmes présidents qui sont membres des institutions sous-régionales qui ont infligé les sanctions au Gabon. Tout à fait, c'était en application. Ces mêmes institutions ont condamné le coup d'État. Alors, ce qui me pousse à vous poser la question, est-ce que la CEMAC et la CEDEAO gèrent, les deux institutions, gèrent-elles ces transitions militaires de la même façon? Non, pas à proprement parler. Parce que je prends le cas de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. On en est même arrivé sur la base des instructions venues d'un colon. On en est même arrivé à demander à la CEDEAO de constituer une colonne de soldats pour aller porter atteinte à l'intégrité physique des autres enfants de la CEDEAO. C'était un non-sens. Alors qu'au niveau de l'Afrique centrale, ce n'est pas le cas. Peut-être qu'au niveau de l'Afrique centrale, nous sommes déjà habitués à nos entrepreneurs de coup d'État. Quand vous prenez un pays comme le Tchad, en dehors du président Garta Tombalbaye, qui est arrivé, entre guillemets, démocratiquement au pouvoir, le changement de l'ordre gouvernant au Tchad maintenant se fait à coup de canon depuis 1975. C'est le général Félix Maloum. Ensuite, c'est le GUN qui est mis en place, gouvernement d'Union nationale de transition, qui est géré par un certain Goukouni Ouédé. Ensuite, c'est Hissène Habré, coup d'État. Et ensuite, c'est le général, on l'appelait avant qu'il décède, Midi, maréchal Idriss Déby Itno du Tchad, qui va renverser en 1990 Hissène Habré. Et après, lui également est tombé au combat. C'est son fils qui a pris la relève, toujours au bout du canon. Donc, le Cameroun, ou alors les États en Afrique centrale sont déjà habitués avec cela. Et surtout, n'oubliez pas que dans le monde entier, la seule configuration du monde, ou à tout le monde, la seule zone du monde où on a des chefs d'État qui ont mis le plus long au pouvoir, c'est l'Afrique centrale. Je dis dans le monde entier. Vous allez en Guinée équatoriale, le président qui est là depuis 1978, Madame Melingi, vous n'étiez pas né. Mais il est toujours chef d'État, il est là. Vous venez au Cameroun, c'est depuis 1982, le samedi 6 novembre 1982, alors que le président avait déjà été directeur de cabinet, secrétaire général, directeur de cabinet, premier ministre pendant pratiquement 7 ans. Et quand vous allez au Gabon, le Gabon, 1967, le pouvoir qu'on a renversé tout récemment, le 30 août, était là depuis 1967, le père et le fils. Quand vous allez en Centrafrique également, c'est à coup de canon qu'ils font le changement là-bas. Même si le président actuel, grâce à l'appui qui doit être salué du président russe, a été imposé à tous les petits groupes, enfin à tous les groupes rebelles qui voulaient également le renverser à coup de canon. Donc nous ici, on a une sorte, si on était en physique nucléaire, on aurait parlé d'équilibre instable. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont leurs états dans lesquels on reste au pouvoir parce qu'on gère bien les élections sont connus. Ceux qui sont également dans notre configuration actuelle et qui restent au pouvoir à coup de canon sont également connus. Et c'est la raison pour laquelle, quand on prend le cas du Gabon, pour parler de la CEMAC, voilà. Ici, la CEMAC n'a non plus à se donner assez de peine pour pouvoir gérer cela, parce qu'on le sait déjà. Au Tchad, c'est un père qui est parti, c'est un homme de guerre qui est parti, c'est un autre homme de guerre qui est venu. Vous voulez que la CEMAC fasse quoi? En Centrafrique, ça s'est dénoué également par des coups de canon, et puis finalement, on prend des appuis politiques à gauche ou à droite pour rester. La CEMAC en prend acte, et en Guinée équatoriale, on a une famille qui a 40 généraux dans l'armée. Le père lui-même est général, donc ils sont là depuis des années. Ça va continuer comme ça. Le fils a déjà été positionné comme premier vice-président du parti, premier président. Enfin, il a une position centrale également dans le gouvernement. Donc là-bas également, c'est tout simplement ce qui reste à la CEMAC, c'est de prendre acte. Donc, la configuration en Afrique de l'Ouest
et en Afrique centrale n'est pas la même. En Afrique de l'Ouest, on a eu l'habitude de coups d'État depuis les années 60. Alors que chez nous, ici en Afrique centrale, pour ne prendre que le cas du Gabon, c'est la deuxième tentative qui réussit. La première en 2019 n'avait pas réussi. Il y a eu une autre dans les années 67 et on avait rétabli Léon Mba. Et ce qui a réussi là, donc c'est tout nouveau là-bas chez eux également. En Guinée équatoriale, c'était en 78 ou 79 par là. Et depuis lors, il n'y a plus rien, il est en place. Pour le cas du Cameroun, on a une tentative le 6 avril 1984. Ça n'a pas prospéré. Donc, nous connaissons déjà très bien comment le pouvoir est légué en Afrique centrale. Donc, ça ne donne plus les mots de tête à la CEMAC. Par contre, en Afrique de l'Ouest, les hommes entréis sont sortis des casernes. Pourquoi? Parce que la greffe démocratique n'a pas pris. Les Sankara qui viennent au pouvoir en 1983, ce n'était pas les élections. Vous prenez même celui qui avait renversé, ce n'était pas les élections. Vous allez dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Ghana. Quand je suis arrivé là-bas en 2006, on m'a dit... Je leur dis, mais on est où ici? On dit Kotoka International Airport. Je leur dis Kotoka. On dit non, c'est le général, c'est le colonel qui avait renversé l'ancien président qui était là, qui était aimé par le plus grand nombre. Et lui-même avait été fusillé, mais seulement pour l'honorer, on a baptisé l'aéroport en son nom. Donc de leur côté, ils sont déjà habitués au coup d'État et ils savent s'adapter, s'accommoder, alors que chez nous ici, c'est tout nouveau et c'est la raison pour laquelle la CEMAC, par exemple, ne se donne pas assez de peine à se mêler à des sanctions du genre, constituer une délégation de soldats ou une colonne de soldats pour aller renverser un chef d'État qui est arrivé au pouvoir comme il a pu. Alors, le général Oligui Nguema, docteur, pourra-t-il tenir face à la valse des sanctions? Non, il peut tenir. Il peut tenir. Premièrement, les sanctions, quand on dit par exemple qu'ils sont exclus, suspendus, ils sont suspendus de la CEAC, ben, regardez très bien, pour que le Gabon vive, le Gabon a une population, elle n'est pas très nombreuse, à peine 2 millions. Et dans les 2 millions là, il faut, bon c'est vrai, même un étranger qui arrive chez eux là-bas, il doit manger. Donc si vous prenez ces 2 millions là, ça ne fait pas la ville de Douala. Il faut donc manger. Depuis les années 60, le Gabon, nous les connaissons déjà ici. On a des parents par exemple qui portaient une bière à l'époque, ça s'appelait PIS 2000, ça n'existe plus, donc ce n'est pas la publicité, qui allaient vendre donc ça là-bas. Vous imaginez la bière qui part du Cameroun pour le Gabon. La nourriture, nous connaissons également beaucoup de nos Gabonais qui viennent pratiquement dans les plantations choisir qui les oranges sur l'arbre, qui les mangues sur l'arbre, qui les pamplemousses sur l'arbre, sans compter également certaines plantes tubéreuses, telles que le manioc choisi sur pied dans les plantations. Donc le moment venu, ils viennent seulement, le concerné reste à côté, ils raclent tout et ils amènent au Gabon. Donc nous n'avons pas sanctionné les Gabonais en refusant de leur offrir par exemple les œufs. On continue encore de porter les œufs de Bafoussam par exemple pour là-bas. On continue de prendre encore le macabo, le manioc, la patate, le marché frontalier là-bas en Minko par exemple. On n'a pas chassé les Gabonais là-bas. Quand ils partent de Bitam, 17 km, ils sont à Kiossi. Et ils peuvent déjà se ravitailler au niveau de Kiossi là sans problème. On n'a pas chassé les Gabonais. Donc les Gabonais peuvent encore avoir à manger, peuvent encore avoir à boire. Je parle des populations. Parce que qu'est-ce qui met souvent la pression sur le pouvoir, sur l'ordre régnant? C'est les populations. Tant que les populations mangent, boivent, dansent, vous pouvez tout faire au sommet de l'État, ça ne les concerne pas au premier chef. C'est lorsque danser devient problématique, chanter devient problématique, se déplacer devient problématique, manger alors devient la croix et la bannière que les populations disent, tiens, à cette allure-ci, on va exposer nos vies pour sauver ceux qui sont derrière nous. Donc, de mon point de vue, le président peut valablement s'en sortir. Et davantage parce que, et là, je félicite l'ancien pouvoir qui a autorisé à un monsieur, le Singapourien Olam. J'exhorte le Cameroun à faire également pareil. Olam, c'est un Singapourien qui fait dans les commodities, le riz, le sucre, le savon, l'huile de palme brute. Et le Gabon a fermé les yeux. Ils ont tailladé près de 50 000 hectares qu'ils ont cultivés. 50 000 hectares, c'est plus de ce que le Cameroun... Enfin, la plus grande exploitation chez nous était à 32 000. Elle est descendue à 28 000. Donc, 50 000 hectares de palmiers à huile, dont le Gabon est exportateur net d'huile de palme, pas seulement en Afrique centrale, mais hors de l'Afrique centrale. Donc, quand j'imagine qu'ils vont vendre leur huile de palme et avoir leur devise, et avec ces devises-là, ils achètent ce qu'ils ne peuvent pas produire facilement. Et enfin, je conclus, ils peuvent avoir leur macabo, leur igname, leur patate, leur riz. Ils peuvent venir au marché frontalier là-bas en Minko. Donc, les populations ne constituent pas une menace pour le général qui est là. Donc, le général a charge à lui simplement de s'impliquer. Et j'ai entendu ce qu'il est en train de faire. Une liste de près de 40 étrangers
bon, étrangers, entre guillemets, des Africains, je crois que le président Bongo n'avait pas aussi mal fait. Mais il faut penser aux Gabonais aussi. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas prendre 40 postes, vous donnez aux Nigériens, aux Nigérians, aux Togolais, aux Béninois, alors que les Gabonais auraient pu prétendre également accéder à ces postes. Je crois que si c'est ce qu'il est en train de faire, sans toutefois organiser une chasse aux sorciers en disant que les Béninois, les Nigériens, les Togolais, les Ghanéens ou les Camerounais ne sont pas la bienvenue au Gabon, ce serait une très mauvaise chose. Donc il faudrait simplement qu'il aille dans la logique de dire on va partager ces postes. Parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, le panafricanisme va arriver. Rien à faire. Il y a plein de pays africains qui sont déjà inscrits sur cette logique-là. Donc il ne faudrait pas que le grain de sable qui vient enrayer la logique panafricaine des États africains soit le Gabon à travers son nouvel homme fort, le général Brice Oligui Nguema. Et je l'exhorte également. Il est déjà un chef d'État. Bon, il peut laisser la tenue de côté et il se déplace maintenant en civil. À en croire vos dires, on a l'impression que vous estimez qu'au regard des agissements du général Oligui Nguema, le Gabon peut mieux se porter que pendant l'ère Bongo. Oui, bien sûr. Il ne peut que mieux se porter. Je vous dis que voilà des gens qui nous venaient du Togo. Je ne suis pas contre cela. Moi, puisque moi également, je fais plein de missions hors du Cameroun. Je ne suis pas contre, même en France, même au-delà. Je suis pour la mobilité des intelligences. Mais je ne suis pas pour le fait que moi je parte d'ici, je vais au Gabon par exemple pour une mission d'études multisectorielles de la filière huile de palme ou de la filière sucre. Je finis la mission de 8 mois et puis je m'installe là-bas comme secrétaire d'État au commerce. Non, non. Je peux prolonger par exemple en RCA, je fais la même chose, je prolonge au Gabon, je vais dire en Guinée équatoriale, je fais la même chose. Donc je suis pour cela. Or, l'ancien système était tel que ces gens étaient venus s'installer. Et quand ils s'installent maintenant, ils font un peu le coup de ce que nous appelons souvent le Timor oriental. L'Indonésie a eu à annexer le Timor oriental et comme tous les généraux qui étaient allés là-bas savaient que ce n'était pas leur pays, allez, chacun, tout l'argent qu'on avait, on renvoyait en Indonésie jusqu'à ce que le système des Nations Unies vienne organiser un référendum en 2001. Elle est temps. Tout le monde a dit, tiens, le pays retrouve sa souveraineté internationale. Donc, quand moi je suis Togolais, je suis Béninois, je suis Ghanéen, je suis au Gabon, comme ministre, les grands investissements, ça ne peut pas être au Gabon. Les grands investissements, ça ne peut pas être, en termes d'épargne, par exemple, ça ne peut pas être au Gabon. Puisque je sais que je suis là pour 5 ans ou pour 7 ans, donc je peux repartir, qu'est-ce que je fais? J'assume mes bases. Par contre, si c'est un Gabonais de Fang, c'est un Gabonais de Lambaréné, c'est un Gabonais d'Oyem, c'est un Gabonais de Bitam, ben, même s'il pique n'importe quoi à Brazzaville, il va ramener ça à Bitam, et Bitam, c'est toujours au Gabon. S'il pique n'importe quoi à Libreville, il va ramener ça à Lambaréné, et Lambaréné, c'est au Gabon, c'est toujours chez lui. Donc, il est venu, et il a mis un terme à cette chaîne de récupération des expertises qui nous viennent d'ailleurs, et de les imposer à des positions très sensibles au Gabon. C'est les Gabonais qui ont occupé ces postes-là désormais, et ça fait une très bonne chose, bien plus. Il s'est mis à auditer aussi, parce que parfois, Madame Elingui, nous avons souvent des soucis en matière de remboursement de nos dettes. Quand on vous demande le montant, c'est de combien? Vous n'êtes pas capable de répondre. J'ai entendu qu'il est en train de lancer une mission d'audit de l'endettement de l'État. Or, quand on parle de l'endettement de l'État, c'est quoi? C'est deux branches. Endettement intérieur et endettement extérieur. Extérieur, c'est vis-à-vis des donneurs d'ordre internationaux. Et intérieur, maintenant, c'est vis-à-vis de ce qu'on va appeler les PME, les très petites entreprises. Mais malheureusement, on se rend compte également que les donneurs d'ordre ont tendance à créer des PME fictifs pour passer des marchés et récupérer dans ce montant-là. Ou à tout le monde, quand le gouvernement n'a pas encore payé, on dit voilà une dette. Quand il va venir auditer, on se rendra donc compte que c'était une entreprise du DG, c'était une entreprise de la belle-mère du DG, c'était une entreprise du ministre ou du secrétaire d'État. On va leur dire, mais monsieur, c'est... apportez-nous la preuve, apportez-nous des justificatifs qui montrent que vous avez exécuté la prestation. Et ça, au moins, ça va être donc une diminution nette du stock de dette intérieure de l'État gabonais vis-à-vis de ses créanciers. À ce niveau-là, on ne peut pas dire que ce soit une mauvaise chose. C'est une bonne piste. C'est une bonne piste, mais il suffit qu'il aille très vite maintenant et puis qu'on consolide le montant final. Parce que parfois, on commence l'audit, au bout d'un certain moment, il y a relâchement. Et lorsque le système change maintenant, les gens viennent, on leur présente les anciens montants, ce qui fait que tout le travail, les frais qu'on a mis pour faire l'audit, on balance en perte et profit et ça fait une perte sèche pour le trésor public. Donc pour lui, de mon point de vue, ayant été dans le système, ne le perdez pas de vue, ayant été dans le système et au cœur du système, il connaît très bien comment ça se passe. Et bien plus, il nous a montré des mallettes de devises à la présidence de la République. Voilà déjà une source de
fonds qu'on peut facilement mobiliser pour procéder à certaines importations devant lesquelles on n'aurait jamais eu de solution. Parce qu'on va toujours demander à la Banque centrale de nous donner des devises, alors qu'à la présidence, il en a. Il nous a montré ça dans les vidéos que nous avons vues. Donc on peut prélever déjà un quantum de ces devises-là pour faire face à certaines opérations d'importation de ce que le gouvernement ou le paysage industriel gabonais ne fabrique pas pour pouvoir faire face donc aux besoins des populations. Ok, c'est compris, docteur. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire sur le Gabon et son président de la transition. On aura peut-être l'occasion d'en discuter encore plus. Mais malheureusement ou heureusement, nous avons d'autres thématiques inscrites à l'ordre du jour. On va revenir sur ce plateau juste après cette transition. Il est présenté comme le plus grand projet minier transfrontalier d'Afrique centrale. Le début des travaux de construction du chemin de fer Nabeba-Mbalam-Avima est imminent. Un accord de partenariat a été signé le 5 décembre dernier à Brazzaville. Docteur, alors quel impact sur le développement des deux pays, en fait, le Congo et le Cameroun, avec ce projet ? Ce grand projet. Oui, un très grand projet. Vous avez même dit très grand. Bon, personnellement, je me dis, on n'a pas encore d'argent pour cela, parce que j'ai la chance de suivre un peu des projets intégrateurs. Là, on est en train de parler du projet minier d'exploitation de fer, Mbalam et Nabeba au Congo. Ça, c'est un projet entre deux pays. On aurait pu parler également du projet d'exploitation du diamant de Mobilon, qui lui maintenant, ce bassin diamantifère s'étale entre trois pays, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, et puis de l'autre côté, la République centrafricaine. On aurait pu parler également du projet de Cholet, de construction de je vais appeler la plus grande infrastructure de production d'énergie hydroélectrique en Afrique centrale, le projet de barrage de Cholet, entre le Cameroun et le Congo encore. Et là-bas, ce n'est pas en train de prospérer. Donc, je cite ça pour vous indiquer qu'il y a un certain nombre de projets intégrateurs au niveau communautaire qui n'évoluent pas du fait de certaines pesanteurs. Parce que généralement, nous avons cette mauvaise habitude. Lorsque nous allons signer, par exemple, ce qu'on appelle un MOU, Memorandum of Understanding, Memorandum d'entente, on est encore au début. Il y a encore au moins 12 à 13 étapes à franchir. Donc, j'exhorte souvent ces autorités publiques. Bon, je peux les comprendre aussi, parce que les gens vont le dire, mais qu'est-ce que vous faites là-bas au ministère? Donc, quand il dit devant un profane qu'il a signé un MOU au Congo, celui-là a comme l'impression qu'en fait, c'est l'argent qui va descendre du ciel. Non, il est encore au début. Il n'y a pas encore d'argent à ce stade. Le projet est financé par les deux pays, docteur. Les deux pays, je ne crois pas. Il faut une main extérieure. Oui, voilà. Un financement extérieur. Voilà, de très grandes capacités pour pouvoir le faire. Parce que nos pays, parfois, Madame Melingui, vous n'avez pas le privilège, comme moi, d'être souvent impliqué dans ces pays. Parfois, ça traîne sur la base de quoi? Sur la base de ce qu'on appelle des fonds de contrepartie. Je vous donne un exemple simple. Vous voulez construire le pont, un deuxième pont sur le Vouri. On vous dit que c'est 100 milliards. On dit dans ce cas, la TVA, c'est 19,25%, donc à peu près 192 milliards 500 millions. Et le monsieur, le monsieur qui vient donc, pas 1 milliard et poussière, 19 milliards 250 millions. Et le bailleur de fonds qui apporte de l'argent dit que non, je ne peux pas donner de l'argent pour payer les impôts dans ce projet-ci. Et on dit dans ce cas, ne perdons plus le temps. On va donc mettre ces 19 milliards 250 millions dans la cagnotte des fonds de contrepartie. À charge à vous maintenant de mobiliser cela. Le gouvernement parfois traîne 1 an, 2 ans pour apporter ces fonds de contrepartie. Donc, au niveau des pays, si on compte sur le trésor public pour pouvoir réaliser ce genre de projet, c'est souvent très difficile. Le barrage de Cholet, par exemple, je vous le dis, ça avait été conçu initialement sur la base du modèle BOT, Build, Operate and Transfer. Mais à la fin, les Chinois se sont retractés, ils ont dit non, ici c'est le modèle EPC. Donc, j'apporte, je construis, je vous remets les clés, mais vous me payez. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent également compte de ce que certains de nos États ne sont pas sérieux. C'est-à-dire quoi? On va dire, une voiture qui doit traverser ce péage, s'il doit payer. Et vous voyez le sous-préfet qui vient et dit, je veux traverser. Attendez, vous pouvez bloquer le sous-préfet, il va traverser même s'il n'a pas payé. Docteur, s'il voit le jour, est-ce que vous pensez que ce projet pourra renforcer l'intégration sous-régionale entre les deux pays? Pas seulement l'intégration régionale, ça va rapporter beaucoup d'argent, ça va rapporter beaucoup d'emplois, ça va donner un sens concret à l'intégration régionale. J'en parle parce qu'en fait, je vous prends un exemple, la construction du chemin de fer, c'est au moins 600 milliards, madame.
C'est pour ça que je dis pour les États, je les vois très mal en train. Mais quand je le dis, ça ne veut pas dire que je sois pessimiste. C'est pour les exhorter, pour que cela crée un électrochoc. Que ces gens disent, enfin, on va contredire dans ce que M. Biada est en train de dire, en débloquant chaque année 40 milliards dans notre budget pour alimenter la cagnotte commune. Si le Cameroun sort 50 milliards et le Congo 50 milliards chaque année qu'ils mettent dans ce projet, au bout de 5 ans, on a un gros montant, on a 500 milliards, madame. Donc, c'est dans ce sens que moi je veux. Or, on a tendance à faire souvent quoi? Lorsqu'on dit qu'il y a Exim Bank China derrière, qu'est-ce que nous faisons? Nous croisons les bras. C'est Exim China. On dit il faut de l'argent pour faire le business plan, 2 milliards. On dit non, demandez à Exim Bank China. Il faut de l'argent, 2 milliards, pour mener les études d'impact socio-environnemental. On dit demandez à Exim China. Il faut de l'argent pour faire les études de danger. Combien? 2 milliards. On dit non, demandez. Donc, parfois, dans ce genre d'opération, nous arrivons là-bas à peu près comme des commandeurs, alors que le donneur d'ordre, c'est nous. Donc, le bailleur de fonds qui arrive, nous voyons faire ça, il a parfois tendance à augmenter les enchères, c'est-à-dire il donne ces 2 milliards, mais au moment de faire le compte, de consolider ce qu'il vous a déjà donné, il multiplie par 10. Il vous a donné 2 milliards pour faire l'étude d'impact environnemental, 2 milliards pour faire l'étude de danger, 2 milliards pour faire l'étude, le recensement de tout ce qui pourrait être, par exemple, objet qu'on devrait classer dans le patrimoine culturel. Ça fait seulement 6 milliards. Mais à la fin, lorsqu'il va vouloir consommer les choses, il va ajouter même un zéro derrière. Pourquoi? Parce que vous vous êtes montré pratiquement inintéressé par cette affaire. Vous n'attendiez que la fin. Donc, je ne le dis pas parce que je suis contre le projet, pas parce que je ne crois pas que le projet va venir. Je le dis pour que ça commence très vite. Parce qu'en fait, dans le domaine de la mine, par exemple, madame, retenez-le, les délais sont extrêmement longs. Je prends le cas, par exemple, vous parliez de la mine de fer. Nous avons parlé de la mine de la Lobé. Madame, c'est en 2008 qu'on a créé l'entreprise qui a commencé les études là-bas. Et ça se passe en 3 étapes. Première étape, l'État vous donne un permis, une autorisation donc, de recherche. Vous avez donc votre permis de recherche. Après la recherche, maintenant, l'État dit, vous avez vu quoi? Il dit, j'ai vu le fer. On dit, comme tu as vu les indices là-bas, il faut que tu évalues. L'État te donne encore un permis d'exploration pour évaluer. En disant, le massif ferralitique que j'ai vu là-bas, le massif rutilifère que j'ai vu à Konolinga, où il y avait Eramet. Eramet, les Français, ils sont abandonnés. Donc, ça demande beaucoup d'argent. Comme j'ai vu ça là-bas, il faut donc que j'évalue. Quand j'ai fini d'évaluer, maintenant, l'État dit, on passe à la 3e étape. On te donne un permis d'exploitation. Vous voyez, exploration, recherche, exploration, exploitation. C'est pour ça que c'est des délais très longs. Moi, je suis monté au devant de la scène, je conclue là-dessus, pour exhorter les gens à être un peu indulgents. Pour les Chinois qui étaient là pour le fer de la Lobé, considérons que nous avons le fer en Kout, nous avons le fer en Govayan, nous avons le fer à Grand Zambi, nous avons le fer à Fifinda, nous avons le fer partout. Considérons que c'est comme nos filles. On dit souvent que pour savoir que ta fille a été bien dotée, il faut que la première soit allée en mariage. Donc, si la première va en mariage, on estime qu'on l'a mal dotée. La deuxième qui viendra maintenant, on pourra se racheter sur la dot qu'on demandera au prétendant qui va se présenter. Donc, sur ce coup-là, je suis pour que le projet ait lieu. Je suis pour qu'on accélère également les procédures, mais en s'appuyant sur des spécialistes. Parce que parfois, ce que je vois souvent, ça n'est pas le cas. On sort un jeune enfant qui sort de HEC, qui n'a jamais mené un business plan, qui n'a jamais été impliqué dans une étude de danger. On le met en ligne pour parler de ces gros projets où il n'y a que des milliards et des milliards. C'est compris, docteur. On aurait aimé aborder la loi de finances 2024, mais le temps qui nous a imparti arrive à son terme. Vous l'avez vu, la loi de finances 2024. Il faut que j'en dise un mot, bien sûr. Allez-y, rapidement. La loi de finances 2024, qui est en adoption au Parlement et qui va rentrer en application à partir du 1er janvier, oui, a été en augmentation seulement de 13,2 milliards. 13,2 milliards. Là, c'est en valeur absolue. En valeur relative, c'est 0,2%. Et les 0,2% me rappellent quelque chose. J'ai été sur vos plateaux pour commenter ça. Il y a 2 ans, le Cameroun a institué ce qu'on appelait la taxe sur le transfert d'argent. Et le taux était de 0,2% à l'envoi comme au retrait. Donc là-dessus, très rapidement, je dirais que il y a, à travers cette loi, la naissance de 2 autres régimes d'imposition. Parce qu'actuellement, au Cameroun, nous avons 3 régimes d'imposition. Le régime de l'impôt libératoire, le régime simplifié d'imposition et enfin, le régime d'imposition réelle. Avec cette loi-ci, nous connaîtrons également le régime des organismes à but non lucratif et enfin, le régime de ce qu'on appelle les contribuables non professionnels.
Parce qu'il y a eu un grand débat dans l'actualité, vous avez suivi, où les gens disaient que comment quelqu'un a travaillé des années durant et quand il va prendre sa pension, on lui demande de payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc les pensionnés, les bénéficiaires de rente viagère vont venir donc être fiscalisés dans le cadre du nouveau régime que la loi de finances actuelle est en train d'instituer, à savoir le régime des contribuables non professionnels. Des jours heureux pour 2024 au regard de cette loi de finances, docteur? Disons que cette loi-ci est pratiquement à la même hauteur que la loi qui vient de s'achever pour l'exercice 2023. Okay. Parce qu'en fait, la loi initiale était de fixer le budget à 6 554 milliards 100 millions et on a ajouté 381 milliards dessus pour porter ça à 6 726 milliards 900 millions. Donc on a ajouté que 13 milliards 200 millions là-dessus. Donc ce n'est pas énorme, ça sera pratiquement le glissement de la loi de finances 2023 qui va être exécutée en 2024. C'est compris, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce serait un plaisir de vous avoir une fois de plus sur ce plateau. Très content. Non, je prends donc le public à témoin, oui. Malgré mon emploi de temps très chargé, je prends l'engagement ici d'être des vôtres à la prochaine invitation. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés au terme de cette rétrospective de l'actualité. Donnons rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 12h pour un autre magazine de la rédaction Grand 7, tout simplement. Au revoir.